RCN. Le son de la différence. Full santé mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Full Santé Mentale, l'émission qui chaque mois démonte les tabous, détricote les idées reçues sur la santé mentale. Et pour démarrer cette rentrée de l'émission, on a choisi de parler d'un sujet qui va peut-être nous concerner ou pas, on vous le souhaite pas. Le burn-out aujourd'hui est au menu de l'émission Full Santé Mentale. Et on va, je vais dire jingle, mais non, on va continuer. Je vais vous présenter les personnes qui m'accompagnent dans l'émission aujourd'hui. Roman, bonjour Roman. Salut Thomas. Roman, alors que toi tu viens du CREPSI. C'est ça, le centre ressources handicap psychique. Voilà, et on a le plaisir de te retrouver comme chaque mois. Et avec nous également Marie-Paul Pierrel. Bonjour Marie-Paul. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Marie-Paul, donc présidente de l'association Bipolaire, si tu savais, qui mène des actions d'information et de déstigmatisation des troubles bipolaires. Alors aujourd'hui, on va donc parler de burn-out. Et pour ce faire, on sera accompagné de Dominique Billot. Bonjour Dominique Billot. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne du travail. C'est ça, oui. Et vous nous expliquerez aujourd'hui ce qu'est le burn-out. On va un peu définir de façon précise et puis on fera un peu le distinguo entre burn-out, dépression et autres troubles psychiques. Et puis avec nous également Marion. Bonjour Marion. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Marion, vous nous raconterez votre histoire et votre parcours parce que le burn-out, vous l'avez vécu. Et vous nous expliquerez comment ça s'est passé et puis aujourd'hui, comment vous en êtes sorti. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est ça. C'est quel remède, qu'est-ce que vous avez mis en place pour aujourd'hui pouvoir dire ça c'est derrière moi. Et vous le savez, comme chaque mois dans cette émission, pour démarrer l'émission et parler de ce sujet, on est allé dans la rue, rencontrer le public et lui poser des questions. La première question qui a été posée. Marie-Paul. C'était tout simplement le burn-out. Est-ce que ça vous parle? Et on écoute la réponse. Pour moi, non, parce que ça ne va encore pas arriver, mais on ne sait jamais. J'ai jamais craqué, vu que j'ai quand même... j'étais licenciée. Un tout petit peu, par des gens qui ont eu déjà le burn-out. Normalement, ils ne se sentent pas bien. Et ça peut aller jusqu'à l'hospitalisation. Heureusement non, je vois ce que c'est, mais j'ai jamais été touchée. Je pense que c'est une surcharge à un moment où on n'en peut plus parce que voilà, on en a trop fait, on a trop donné et on n'a plus de jus et on craque. Un tout petit peu, à vrai dire. Écoutez, je fais des études de psychologie. C'est un sujet qu'on a un petit peu abordé. Personnellement, dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas une personne qui vit dans le burn-out, mais je connais des proches à moi. Quand on est dépassé par certains événements, par certains éléments, on perd un peu le contrôle de soi. Et justement, que ce soit pour la personne même ou pour son entourage, ça peut être vraiment difficile. Oui, j'en ai déjà entendu parler. C'est du stress. C'est un craquage lié à la charge mentale. Voilà, c'est ça, charge mentale. Alors beaucoup de choses ont été dites, j'imagine qu'il y a des choses justes, puis peut-être d'autres un peu moins, on en reparlera évidemment. Marie-Paul, qu'est-ce qu'on retient de ce micro-trottoir ? Toutes ces personnes en ont entendu parler, elles savent que c'est un problème, ou en tout cas elles pensent que c'est un problème de santé mentale. On peut supposer que ça arrive dans un contexte de travail, le burn-out, mais en fait ça n'est pas dit de façon explicite dans toutes les réponses qu'on a entendues, sauf dans une réponse où il est question de licenciement qui aurait créé les conditions de développer un burn-out. Et par le hasard des choses, aucune des personnes interrogées n'a été touchée par... Voilà. Alors, elles donnent une définition, elles essayent de parler des causes et des conséquences du burn-out. Leur définition, c'est que c'est le fait de ne pas se sentir bien, de ne plus avoir d'énergie, plus de jus, dit quelqu'un. C'est du stress. Et la notion de craquage, le fait de craquer est souvent prononcée. Le burn-out, c'est le fait d'être dépassé par les événements, de perdre le contrôle de soi. Et ces personnes tentent de donner une explication sur les causes de cette situation. C'est trop de tout. En fait, on en a trop fait, on a trop donné, c'est une surcharge. Il y a trop de charge mentale. Voilà, c'est au-dessus des limites possibles. Une personne donne un exemple de situation qui risque de déclencher un burn-out, c'est donc le licenciement. Et elle parle aussi des conséquences un petit peu du burn-out. C'est une situation vraiment difficile pour soi-même et pour l'entourage aussi. L'entourage est mentionné. On verra aussi dans une autre question que l'entourage aussi est
a un rôle dans la situation. Donc, pour résumer, il semblerait que ce soit un problème mécanique, le burn-out. La personne en burn-out est allée au-delà de ses limites et elle aurait épuisé ses capacités de résistance. Eh bien, on vérifiera ça tout à l'heure avec notre spécialiste. La deuxième question qu'on a posée dans la rue. Du coup, question 2. En avez-vous été victime ou l'une de vos connaissances? On écoute les réponses. Je connais des proches à moi, à des périodes difficiles de leur vie, que ce soit par rapport à des événements, que ce soit par rapport à des personnes. Ça leur arrive justement de plus pouvoir se contenir, si on peut dire ça dans un terme, et du coup, d'une manière ou d'une autre, ils doivent l'exprimer. Et ça peut être violent envers elles-mêmes, ça peut être violent envers les autres. Je pense que la meilleure chose à faire est toujours d'être présent pour la personne. Même si elle peut paraître violente, c'est pas contre nous bien sûr, il faut juste être là pour elle. Que ce soit par la parole, que ce soit par le simple fait d'être là, que ce soit pour l'écouter. Parce que la santé mentale, c'est justement quelque chose de très important. J'ai pu voir qu'on est à une période où chez les jeunes, chez les grands, en fait chez tout le monde, la santé mentale est quelque chose de moins en moins présent. Il y a de plus en plus de dépression alors qu'on est dans une période où la vie de tous est entre guillemets plus facile. Donc les choses s'empirent et on a justement besoin, je pense, d'éduquer les gens sur cette question-là. Oui, elle a craqué littéralement et elle a mis plus de 2 ans, je crois, à retourner au travail. Hein. Ouais. Je connais juste des gens, ils étaient pas enfermés chez eux et puis ils ont fait un burn-out et ils sont obligés d'être ramenés à l'hôpital tout de suite. Un psychologue, suivi, un médecin, puis de l'arrêt. Okay, souvent lié au travail, les burn-out, souvent la pression. Okay. La pression selon les emplois après. Oui, je connais des gens qui ont déjà connu des burn-out, qui se sont recyclés, qui ont trouvé chaussures à leurs pieds et qui sont bien plus épanouis maintenant. Mais c'est un ancien collègue de l'époque où je travaillais en maraîchage. Il était, je crois, éducateur spécialisé ou quelque chose comme ça. Et je pense que le manque de moyens, la surcharge de travail et ça grosse. Travail, quoi. Oui, complètement. Ouais. Et l'investissement personnel aussi. Du coup, je crée ma propre entreprise. Donc, avant, j'ai travaillé dans le bâtiment et aujourd'hui, je suis savonnier. Donc, vous voyez un peu les extrêmes. Mais comme je dis toujours, avant, je coulais du béton, maintenant, je coule du savon et c'est bien plus agréable. C'est vrai que ça doit être très agréable. Il faut bien le reconnaître, couler du savon. Beaucoup de choses dites dans ce micro-trottoir et on se rend compte qu'a priori, le recyclage professionnel peut être une astuce, mais tu vas nous le redire. Je vais t'en parler. Ouais, justement, ce qu'on peut retenir, c'est que tous les interviewés, ou presque, ont au moins une connaissance qui a été frappée par le burn-out. N'étant pas pour le moment reconnue comme maladie de travail, comme maladie psychique, pardon. Je dis ça sous le contrôle de Dominique Billot, bien sûr, elle nous redira. Son impact est donc difficile à évaluer dans la société, même si on sait que depuis le Covid, l'impact est grandissant, a priori. La première personne nous parle de l'expression de quelque chose, d'un sentiment qui peut parfois être violent envers elle-même ou les autres, suite à l'incapacité de se contenir. Cette même personne fait donc un amalgame entre burn-out et dépression. Peut-être que aussi, Dominique Billot, vous pourrez nous expliquer un peu les différences entre burn-out et dépression, nous dire pourquoi cet amalgame est du coup récurrent, parce qu'on l'a beaucoup entendu pendant le micro-trottoir. Les deux sondés suivants nous expliquent que le burn-out peut être assez soudain et grave, que parfois plusieurs mois, voire années sont nécessaires pour s'en remettre et retourner travailler. Donc là, peut-être aussi que vous pourrez nous éclairer sur la temporalité du burn-out, tout ça. Ce qu'on a trouvé marrant avec Solène, ma collègue du CREPSI, quand on est allé faire le micro-trottoir, c'est que plusieurs de nos interviewés nous parlent de recyclage après un burn-out. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça étrange comme façon de nommer sa nouvelle activité, comme si nous étions un rouage d'une même pièce qui serait à un moment donné cassée, brisée ou défectueuse, qu'il faudrait réparer pour de suite retrouver une productivité. Il y a cet esprit de voilà. Du coup, quid de la surcharge de travail et le manque de moyens évoqués qui conduisent au burn-out, donc une forme de répétition un peu de ce cercle. C'est assez étrange, on a trouvé. Et la dernière personne évoque donc sa reconversion professionnelle en créant sa propre entreprise et passe, nous dit-il, d'un extrême à l'autre. Oui. Du bâtiment à la création de savon. Donc ça, Marie-Paul, peut-être que vous pourrez nous en dire un mot dans le prochain débrief micro-trottoir. Oui, parce qu'on y reviendra aussi. On va y revenir. Justement, la troisième question qui a été posée dans la rue.
C'était quelle solution, à votre avis, pour répondre à une situation de burn-out? Eh ben, on écoute ça maintenant. Je ne sais pas comment que ça se passerait. Faut déjà que je m'en rende compte, je pense. Ouais. Parce que tout le monde n'est pas prêt à se rendre compte tout de suite qu'on est en plein craquage. Je pense que c'est nos proches qui nous le disent. Et ils le voient que notre comportement change. Moi, ça m'arriverait, je préviendrai tout de suite l'hôpital. Déjà pour le prévenir, parce qu'on comme on est au courant de certaines choses, voilà, on essaie de prendre du recul par rapport à aux petits gestes qui font qu'on arrive à là. Je ne dis pas qu'on prend tout à la légère, mais... de faire un pas de côté, quoi. Voilà. Je pense qu'on n'a pas le choix d'aller voir quelqu'un pour éviter de partir trop à la dérive ou d'avoir des idées suicidaires, carrément. Je pense qu'il faut en parler. Dans un premier temps avec des amis, la famille, les proches. Et puis, voilà, si jamais c'est pas assez, des pros, quoi. Honnêtement, je ne sais pas ce que je ferais, vu que ça m'est pas arrivé. Et puis chaque personne réagit différemment. Je pense que j'irai voir un psy ou une psy et je ferai une pause, j'essaierai. Après je réfléchirai à comment me recycler, quoi. Du coup je crée ma propre entreprise. Avant j'ai travaillé dans le bâtiment et aujourd'hui je suis savonnier, donc vous voyez un peu les extrêmes. Mais comme je dis toujours, avant je coulais du béton, maintenant je coule du savon et c'est bien plus agréable. Voilà, on voulait le réentendre une deuxième fois. On passe du béton au savon. Mais c'est sympa parce que c'est un témoignage positif. Mais exactement. Voilà. Alors du coup, les solutions, Marie-Paul. Les personnes qu'on vient d'entendre n'ont pas été touchées personnellement. Donc elles ne peuvent qu'imaginer ce qu'elles feraient. Ça n'est pas vraiment un témoignage de ce qu'elles ont fait qui aurait pu marcher dans leur cas. Mais en tout cas... L'enjeu est important car quelqu'un mentionne le risque suicidaire. Donc, c'est pas une question à prendre à la légère. Et assez logiquement, il faut commencer par se rendre compte de ce qui se passe. Voilà. Être conscient de la situation, dit quelqu'un. Mais c'est pas facile de s'en rendre compte tout seul. Et donc, c'est là que l'entourage a un rôle important à jouer. Il peut aider en alertant la personne. Quelqu'un dit, il voit que notre comportement change. Donc, ils peuvent nous aider déjà à prendre conscience de ce qui se passe. Et ensuite, on entend un éventail de solutions variées. Alors, une personne dit avec justesse que chaque personne réagit différemment. Donc, le même remède, en quelque sorte, ne pourra pas convenir forcément à tout le monde. Hein. Ça va du fait d'en parler, de faire une pause, de prendre du recul. Mais là, on pose la question, est-ce que c'est facile de prendre du recul quand on est dans cette situation en particulier? Cette situation. Voilà. On aborde aussi les solutions médicales, comme aller à l'hôpital tout de suite. Oui, on entend deux fois. Oui. Voilà. Consulter un psy ou une psy. Et la personne assiste bien, c'est la même personne qui dit « j'irai voir un psy ou une psy ». Alors, est-ce que le sexe du soignant, le genre, a une différence? Est-ce que ça veut dire que prendre du repos face à un surmenage ne serait pas suffisant? Cette idée d'aller voir un psychologue ou un psychiatre. Ou alors on peut carrément essayer de changer de vie en se recyclant, entre guillemets, parce que vous en avez parlé aussi tout à l'heure. Et même si on opte pour une nouvelle activité, pas forcément plus facile que ce qu'on faisait avant, puisque quelqu'un dit « moi je suis devenu entrepreneur ». Or on sait bien qu'être entrepreneur, c'est avoir une autre pression, beaucoup de responsabilités et de stress aussi, mais bon... voilà, on entend l'exemple sympa de ce monsieur qui coule du savon aujourd'hui et qui en est très heureux. Voilà, donc en conclusion, on se pose la question, est-ce qu'il faut en arriver là, à changer radicalement de vie pour se guérir d'un burn-out? Est-ce que ça signifie que le burn-out, c'est vraiment une question d'aller au-delà de simplement l'épuisement des capacités de la personne? Mais est-ce que là, on n'aborderait pas plutôt aussi la question de donner plus de sens à sa vie? On va reparler de tout ça, justement, dans un instant. Si vous le voulez bien, Dominique Biot, vous nous expliquerez avec vos mots de spécialiste du travail ce qu'est un burn-out. On essaiera de faire la différence, justement, peut-être entre burn-out et dépression, puis on verra ensemble ce qu'on peut faire et mettre en place pour, justement, sortir de cette situation. Jusqu'à 11h, Full Santé Mentale sur RCN. Avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Et aujourd'hui, on parle de quelque chose d'assez sociétal. On parle du burn-out dans cette émission. Et donc, je le disais avec nous, Dominique Biot, vous êtes psychologue clinicienne du travail. On avait envie de vous poser cette question de façon assez précise. Est-ce que vous voulez bien nous définir ce qu'est un burn-out? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on imagine ou qu'on dit. On a entendu dans le micro-trottoir précédemment beaucoup de gens qui pensent que c'est lié au travail. Est-ce que c'est vrai? Dites-nous tout ça un petit peu.
Alors, le burn-out, déjà, on pourrait parler de sa traduction française, en fait, qui est un syndrome d'épuisement professionnel. Donc, c'est un terme qui est apparu dans les années 70 et qui concernait d'abord les personnes qui travaillaient dans le domaine de la santé ou du social. C'était vraiment, on va dire, les métiers de la relation d'aide. Puis après, on a généralisé le terme par la suite à l'ensemble des professions. Donc c'est vraiment lié au travail. Là-dessus, déjà, première réponse. Oui, tout à fait. C'est lié au travail. C'est vraiment un processus de dégradation du rapport de la personne à son travail. Finalement, au bout de ce processus, la personne, elle va être vidée de ses ressources et elle peut s'effondrer. C'est ce qui était évoqué, je pense, dans le micro-trottoir. Oui, parce qu'on a entendu beaucoup parler de craquage. Est-ce qu'on peut dire que du coup, c'est un craquage qui est lié effectivement à un trop de pression, un trop de charge mentale, un trop de... Oui, alors on pourrait dire que c'est un épuisement physique, mental et émotionnel qui va résulter d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Je pense qu'il y a l'idée quand même de la durée, c'est-à-dire que voilà, le burn-out, on va dire que c'est quelque chose qui apparaît avec le temps. Et qui se manifeste comment comment voilà, on est là ensemble aujourd'hui, mais il y a des gens qui nous écoutent qui se disent peut-être, mais comment je peux savoir que c'est vers un burn-out que je vais? Parce que d'après ce que je comprends, ça se fait pas en un claquement de doigts, quoi. Non, c'est quelque chose c'est un processus qui se fait avec le temps. Ouais. On va dire qu'il y a vraiment 3 dimensions importantes dans le burn-out. Il y a d'abord un épuisement chronique, c'est-à-dire que les gens ils vont ressentir une fatigue extrême qui ne va pas être soulagée par du repos. C'est-à-dire voilà, ils vont se reposer un week-end, mais le lundi matin, c'est extrêmement dur de repartir au travail. Il y a une deuxième dimension qui est importante, c'est une forme de détachement du travail. Le burn-out, ça concerne principalement des gens qui vont être très investis dans leur travail. Et finalement, petit à petit, on va voir que la personne, elle va devenir négative par rapport à son travail. Elle va se détacher, de ses préoccupations, de ses collègues, de ses clients, de ses patients. C'est-à-dire que là où on entend parler d'implication, d'un seul coup, on n'a plus cette implication-là personnelle dans le travail. Tout à fait. On sent qu'il y a de la distance qui se met en place. Et puis la troisième caractéristique, c'est qu'il va y avoir un sentiment d'inefficacité. La personne, elle va perdre confiance en elle. Elle va avoir le sentiment de ne plus être à la hauteur. Elle va avoir tendance à se dévaloriser et avoir le sentiment d'être dans une impasse. Alors, on l'a dit, ça c'est les étapes un petit peu, c'est les 3 choses qui font qu'on peut considérer qu'on va vers un burn-out. On entend aussi que ça ressemble un peu à la dépression parfois. Comment on fait la différence entre l'un et l'autre? Est-ce que le burn-out, c'est pas quelque part une dépression liée à son travail? Alors, donc burn-out, on a dit que la traduction française, c'était un syndrome d'épuisement professionnel. Donc, un syndrome, c'est finalement un ensemble de signes. Donc, c'est vrai qu'il y a des signes qu'on va pouvoir retrouver dans la dépression. Mais un syndrome, c'est donc un ensemble de signes, c'est pas une maladie. Voilà, donc ça, c'est déjà un point important par rapport à la dépression. Le burn-out, il n'apparaît pas dans les classifications des maladies. D'accord. Le DSM, il n'est pas classifié comme ça. Il n'est pas classifié comme maladie. Oui, donc encore une fois, on le comprend bien, c'est vraiment lié au travail, à une surcharge en fait. Donc. Voilà. Et autre point de différence par rapport à la dépression, c'est qu'il concerne la sphère professionnelle, alors que la dépression, finalement, elle va concerner tous les aspects de la vie. Voilà. Donc ça, c'est aussi un point important. Quand on dit burn-out, c'est vraiment lié au travail, mais est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent justement aussi aggraver? Est-ce que là vous parlez du cadre familial, etc. Est-ce que si je suis pas bien dans mon cadre familial, ça peut aussi rentrer dans le cadre du burn-out? Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à utiliser ce terme de burn-out, c'est-à-dire que... Voilà, mais ça, on l'utilise beaucoup, en fait. Voilà, il s'étend... il est parti, finalement, des difficultés rencontrées par les soignants. Aujourd'hui, il s'est étendu à toutes les professions. Puis aujourd'hui, il commence à s'étendre aussi vers d'autres domaines de la vie. Mais voilà, moi, je pense que là, il faut peut-être qu'on reste quand même centré sur le travail et vraiment ces dégradations. Mais quand on parle de burn-out périnatal, par exemple, techniquement, ça n'existe pas, en fait. Enfin, ça n'a rien à voir avec le burn-out dont on parle ce matin. En tout cas, oui, je pense que les causes ne vont pas être du tout les mêmes. Et les résultats pas les mêmes. Ouais. Alors, puisqu'on comprend bien que c'est un syndrome, on va le voir tout à l'heure avec Marion, notre témoin, mais
ça peut durer un certain temps déjà, il y a une temporalité. Oui. C'est combien de temps? Enfin, il y a une moyenne générale quand on souffre, quand on fait un burn-out, ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, ou c'est chacun? Alors, je pense que c'est difficile de répondre à cette question. Voilà, en préparant l'émission, j'ai lu des choses où je lisais dans un document qu'une personne en burn-out peut revenir au travail après 2 mois. Moi, ça me paraît... je pense que chaque situation est très différente, en fait. Et voilà, je pense que ça va être difficile de pouvoir donner des chiffres précis aujourd'hui, quoi. D'accord. On comprend bien que c'est un processus qui peut être un peu long quand même. Oui, et puis peut-être que ce qu'on peut dire aussi, c'est que... vous parliez de la différence avec la dépression. La dépression, ça peut être une complication du burn-out. C'est-à-dire que le burn-out, il peut évoluer vers une dépression, voire même vers une crise suicidaire. Oui, on l'entend d'ailleurs dans le micro-trottoir, quelqu'un qui parle de suicide. Mais qui dit burn-out ne dit pas forcément crise suicidaire derrière. Non. C'est bien de se rassurer aussi en se disant ça, que voilà, c'est quand ça va un peu plus loin. On a entendu parler donc de tout ce qui peut créer effectivement la situation de burn-out. On a entendu effectivement qu'il y avait des gens qui parlaient du stress, de la pression au travail, etc. Donc ça c'est vraiment les choses qu'il faut éviter. Quand on sent qu'on va vers ce syndrome, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour éviter de tomber dans le burn-out ? Oui, alors je ne sais pas si on peut un tout petit peu s'arrêter sur la question finalement de ce qui peut générer un burn-out. Allons-y, bien sûr, c'est important. C'est peut-être important d'insister là-dessus. On va dire que le burn-out, ça va être causé par un stress chronique et surtout par un déséquilibre finalement. Ce stress, il est causé par un déséquilibre entre des événements qui vont être plutôt du côté de l'usure, c'est-à-dire que ça, c'est tout ce qui va se rapporter au sentiment d'injustice, à toute la dimension de la surcharge de travail, au manque de reconnaissance. Voilà, toutes ces choses qui, finalement, qu'on peut rencontrer dans son travail et qui vont être du côté de l'usure. Donc, déséquilibre entre ça et puis, finalement, les ressources qu'on a, finalement, pour trouver de l'énergie. Par exemple, la bonne entente avec ses collègues, le sens qu'on peut donner à son travail, l'équilibre qu'on peut avoir entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Voilà, tout ça, c'est du côté des ressources. Et puis, de l'autre côté, ce qui est du côté de l'usure. Et voilà, quand il y a un déséquilibre, il y a un mécanisme de stress qui se met en place. Et puis, voilà, ce stress... Mais ce déséquilibre, il peut se faire alors qu'il y a, jusqu'avant, l'équilibre fonctionnait. Donc, ça veut dire que ça peut partir d'une grosse fatigue qui fait que, justement, on n'arrive plus à trouver cet équilibre ? Alors, je pense que c'est important de dire que finalement, dans les causes du burn-out, on va dire qu'il y a 2 éléments. Il y a celles qui vont relever de la personne, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais j'insiste là-dessus, les gens qui font un burn-out, c'est souvent les gens qui sont le plus investis dans leur travail. C'est des gens pour qui le travail a une place très importante dans leur vie. Donc, voilà. Et d'autre part, il y a des éléments qui sont liés à l'organisation du travail. Voilà, et ça, c'est très important. Et je pense que s'il y a aujourd'hui une augmentation du nombre de burn-out, c'est aussi parce que on va dire que les organisations du travail se dégradent. On peut essayer de préciser un peu ce qu'on entend dans l'organisation du travail. C'est quoi ? C'est la façon dont on travaille quotidiennement ? C'est quoi ? C'est les réunions aiguës ? C'est toutes ces choses-là ? Alors, le management. Le management, oui. Qu'est-ce qui peut rentrer dedans ? Oui, alors on pourrait dire que c'est la charge de travail réelle qui est beaucoup plus élevée que ce qui est prescrit dans le travail. Il y a déjà un déséquilibre là. Il y a le fait qu'on donne des objectifs inatteignables aux gens, ce qui peut générer un sentiment de culpabilité. Il y a tout ce qui relève de l'évaluation individuelle des performances qu'on trouve aujourd'hui dans beaucoup d'organisations. Alors, c'est vrai que ça va générer une perte du sentiment, une dégradation du collectif de travail. Le collectif de travail, ça faisait partie des ressources, c'était un soutien, et ça se dégrade parce qu'aujourd'hui, on induit aussi une forme de rivalité entre les personnes. Vous parliez du management. C'est vrai qu'aujourd'hui, le management, ça va être plutôt un management qui porte sur les objectifs plutôt que sur le travail, plutôt que d'accompagner les personnes dans leur travail, dans les difficultés réelles qu'ils rencontrent sur le terrain. Voilà, on va se focaliser sur les objectifs. Et des objectifs qui évoluent tous les ans. C'est souvent ça. Qui repartent à la hausse chaque année, en fait, finalement. Ouais. Et puis l'objectif, il ne faut pas oublier que ça reste un chiffre dans un tableau très souvent. Donc, du coup, c'est très déshumanisant, en fait, comme situation.
Marie-Paul ? Oui, ça me fait penser qu'en fait, tous ces facteurs, c'est un petit peu comme les vagues de l'océan. Il y en a toujours de nouvelles qui arrivent et c'est difficile de se battre contre parce que c'est multi-causes. Voilà. Et comment, je pense, à l'aide que les pouvoirs publics pourraient apporter en définissant des politiques d'amélioration des conditions de travail, etc. Mais c'est très difficile d'arriver à ce niveau-là d'influence. Comment faire pour faire que, au niveau de chaque entreprise, toutes ces choses-là puissent être modifiées vers une attitude peut-être un peu plus humaine C'est difficile. Oui, c'est une question de fond, en tout cas. C'est une vraie question de fond, ouais. Voilà. On parle beaucoup de la qualité de vie au travail, mais pour autant, elle n'est pas toujours réellement appliquée, en fait. Comment se traduire sur il y a des fois, il y a de l'affichage dans les entreprises, mais qui ne donne pas forcément lieu, mais ce n'est pas l'objet de l'émission. Donc, on entend bien tout ce que vous nous dites sur ce déséquilibre qui est important. C'est difficile, du coup, quand on le vit, parce qu'on ne peut pas agir dessus, en fait. Sur l'organisation du travail sur tout ce qu'on vient de dire, le management, les objectifs, etc. C'est vachement difficile, en fait. Ça veut dire que c'est quoi la solution ? On entendait des gens qui parlaient de recyclage. Ça veut dire quoi ? Il faut changer de métier, d'entreprise ? Qu'est-ce qu'il y a à faire quand on vit un burn-out ? Alors, je pense que la première chose à faire, déjà, quand on développe les symptômes qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est déjà d'aller voir son médecin traitant. Ouais. Je pense que c'est déjà la première chose à faire. Et puis, de s'extraire de cette situation de travail qui est pathogène pour nous. Je pense que ça, c'est déjà une première chose à faire, mais qui n'est pas toujours facile. Parce que les personnes, elles résistent. Parce qu'on l'a dit, c'est celles qui... celles qui sont en burn-out, c'est celles qui sont le plus impliquées. Donc, du coup, accepter que il faut peut-être s'arrêter, prendre du recul. C'est déjà important. Donc, je pense que ça, c'est déjà la première étape. C'est d'aller voir son médecin traitant, de s'arrêter, de s'extraire de cette situation-là. Ensuite, plusieurs personnes l'ont évoqué. Je pense que c'est important effectivement d'entamer un travail de psychothérapie qui va permettre d'avoir un soutien, d'avoir du recul et puis de peut-être pouvoir réfléchir à tous ces éléments qu'on a évoqués. C'est-à-dire, d'une part, les éléments qui relèvent de moi, de qu'est-ce qui est en jeu pour moi dans ma situation de travail et pourquoi c'est important à ce point-là pour moi. Et puis d'autre part, un psychologue qui va aussi aider les personnes à prendre conscience de tout ce qui se joue dans la situation de travail, ce qu'on évoquait avant, la dimension de l'organisation du travail. Voilà, Donc je dirais que c'est la deuxième chose, effectivement, pouvoir mettre en place une psychothérapie. Il y a quand même une personne très importante aussi dans la prise en charge, c'est le médecin du travail. Oui. Voilà, alors ça, je pense que c'est aussi très important d'aller voir le médecin du travail parce que lui, il connaît bien l'entreprise, donc il a une vision large de la situation. Et c'est le médecin du travail, peut-être une personne qui, lui, va pouvoir intervenir aussi. Dans l'entreprise, dans l'entreprise. Pour faire changer les choses. Pour peut-être... pouvoir faire évoluer les situations. Quand vous disiez donc d'aller voir le médecin traitant, on est d'accord, c'est plutôt pour avoir un arrêt de travail, pour s'éloigner. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a des traitements sur le burn-out ? Je pense connaître la réponse, mais je vous pose la question. Est-ce qu'il y a des médicaments ? Vous parlez d'un traitement médicamenteux ? Oui. Alors là, après, c'est le médecin traitant qui va évaluer la situation et la nécessité. Si je comprends bien, il ne va pas traiter le burn-out, il va traiter en fait les conséquences du burn-out. Il va traiter les symptômes du burn-out, oui. D'où l'intérêt, on le redit, de pouvoir suivre une psychothérapie. Tout à fait. Ouais. Qui là va nous permettre plutôt cette fois-ci de comprendre et de mieux en sortir. Oui. 10h, 11h. Full santé mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Ce matin, on parle du burn-out avec Dominique Billot qui est donc psychologue clinicienne du travail et Marion, on est ravis de vous avoir avec nous. Et d'abord, vous me permettez, je commence déjà par vous remercier pour la confiance que vous nous faites à venir témoigner à notre micro. Vous êtes infirmière. Oui. Et il y a pas très longtemps, vous avez vécu un burn-out. Tout à fait, tout à fait. Au fur et à mesure, je me sentais très fatiguée. J'allais régulièrement voir mon médecin en lui disant je suis fatiguée, je dois avoir un problème, faites-moi un bilan sanguin. Et tout allait toujours plutôt bien. Et puis au fur et à mesure, j'avais de plus en plus de problèmes pour me concentrer.
pour lire des mails, pour continuer à travailler. Puis j'avais cette fatigue chronique qui était de plus en plus là, puis un agacement lié au travail. J'avais un sentiment que tout reposait sur mes épaules et que tout le monde comptait sur moi, donc il fallait que je fasse front. Et donc j'adoptais des stratégies pour faire front, donc pour continuer à travailler malgré tout. Quand je dis des stratégies, c'est aussi bien professionnellement qu'en me forçant d'aller au travail. Pas toujours très, très raisonnable. Oui, mais toujours dans cette espèce d'idée de se dire de c'est pas ça, puis voilà, on m'a rien trouvé, donc tout va bien, quoi. C'est ça. Et puis il faut tenir. Il faut tenir. Et à un moment, j'ai demandé à mon médecin ce qu'elle en pensait, et elle m'a dit, je pense que c'est pas durable sur le long terme. J'ai été la revoir au bout d'un mois et je lui ai dit, je crois que je n'en peux plus. Donc elle m'a proposé un arrêt de travail, je l'ai pris. Au bout d'un mois, j'ai voulu reprendre, elle me l'a interdit. Et je ne suis pas vraiment quelqu'un qui en interdit les choses, mais je l'ai écouté. Donc pendant 2 mois, je n'ai fait que dormir. Alors je m'occupais de mes enfants, je me couchais, je mettais le réveil quand il fallait s'occuper des enfants. Et au bout de 2 mois, que dormir, je ne me sentais toujours pas ni sereine, ni apaisée. Donc je lui ai dit, écoute, je souhaiterais avoir une aide chimique pour aller mieux, parce que j'ai l'impression de patauger dans la... De toujours être fatiguée, par exemple. De toujours être fatiguée. Et quand je dis être fatiguée, c'est une impossibilité de prendre un livre pour bouquiner. Ah oui. Si, je voyais des lettres, mais je voyais des mots, mais le tout mélangé, ça s'imprégnait pas. Un espèce de bogle dans votre tête, quoi. Oui, c'est ça. Pour mettre des mots sur le craquage qu'on entendait dans les micro-trottoirs, moi, j'étais en écran bleu. Je ne comprenais pas. Voilà. Même plus que vous lisiez. Ouais. Non. Mais j'arrivais à trouver des stratégies pour pas que ça se... Voilà, pour pas que ça se voit et pour pas inquiéter tout le monde. En septembre, j'ai eu la chance... Je me suis arrêtée fin mai et j'ai été contactée par la sécurité sociale, par le service social qui me proposait un rendez-vous avec l'assistante sociale et qui m'a proposé de rentrer dans un programme de prévention de la déprofessionnalisation. Alors, je trouvais ça un peu rapide parce que j'avais un arrêt de 4 mois, mais bon, je me suis dit que ça se tentait. Ouais. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de bénéficier d'un accompagnement en psychothérapie avec une reprise précoce du travail. Où comme on avait travaillé, que les choses avaient évolué, que j'avais compris pourquoi j'avais eu ces problèmes-là, qu'est-ce que ça a évoqué chez moi. Ça s'est fait spontanément. Alors, je ne me suis pas recyclée, mais j'ai fait autre chose. Juste un mot, mais vous avez posé le mot burn-out une fois dans tout ce parcours ou pas? Parce que là, vous ne l'utilisez pas. On a l'impression qu'encore une fois, vous dites oui, c'était une fatigue passagère, quelque part, presque, à vous écouter. Oui, mais c'est pas... surtout quand on est soignant, c'est pas forcément facile à admettre qu'on a des failles. Et si on revient un petit peu sur ce qui s'est passé avant, parce que hors antenne, vous nous expliquez, si je dis pas de bêtises, ça se passe après Covid. Vous êtes donc dans le milieu médical. Le Covid se passe, qui est une période qui est quand même pas simple, et vous nous dites ça s'est très bien passé. Oui. Qu'est-ce qui vous avez identifié, ce qui vous a amené justement à ce moment de surmenage qui vous mène au burn-out? Disons que le Covid nous a fait travailler ensemble, tous dans le même sens. Donc c'était assez facile. Facile. Toute proportion gardée. Si vous voulez, la ligne de conduite était claire. Les priorités, on les connaissait. Et en tout cas, dans l'établissement où je travaillais, ça a eu un effet fédérateur sur les équipes. Et au fur et à mesure du temps, comme cela a été présenté, on a des objectifs, on a des choses qui s'ajoutent, qui se surajoutent, toujours avec des moyens pas réduits, mais constants, mais plus de choses à faire. Et c'est toujours plus avec
des organisations qui sont compliquées à tenir. En maison de retraite, on doit faire beaucoup avec peu de moyens. Donc c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, même quand on a une très bonne équipe autour de soi. Donc c'est l'organisation du travail, comme disait Dominique Biot notamment, qui vous emmène dans cette situation. C'est moi qui me suis emmenée toute seule. C'est moi qui n'ai pas su gérer mes émotions. Mais l'organisation du travail, oui, mais j'ai pas su me protéger de tout ça. Mais est-ce qu'on peut se protéger ? Je me tourne vers vous, Dominique Biot, justement, quand j'entends Marion nous dire « j'ai pas su me protéger », on a l'impression que c'est sa faute. Qu'est-ce qu'on vous lui répondez ? On répond quoi à ça ? Après, moi, ce que je trouve très intéressant dans le témoignage de Marion, c'est que finalement, vous dites que la période de Covid, qui était une période de crise, en fait, je pense que les gestionnaires ont laissé les soignants reprendre un petit peu les choses en main. Et ça a permis que le collectif de travail se soude et soit ensemble face à la crise, quoi. Et du coup, voilà, ça a été une période très difficile, mais en même temps, vous étiez ensemble pour faire face à tout ça, quoi. Et du coup, voilà, quand ce collectif se fragilise, à ce moment-là, voilà, on se retrouve seul finalement. On se retrouve seul face aux difficultés. Et là, voilà, ça devient beaucoup plus difficile, quoi. Et Marion me dit, c'est ma faute, j'ai pas su faire face. Est-ce qu'on peut faire face dans une situation telle que celle-là ? C'était inévitable ou pas ? Enfin, c'était évitable ou pas, cette situation pour Marion ? Est-ce que c'est évitable ? En tout cas, elle fait partie de mon histoire. Oui, bien sûr. Et tout à l'heure, vous disiez, c'est derrière vous. Et non, aujourd'hui, c'est pas derrière moi, c'est avec moi. Mais tant mieux. Tant mieux, parce que en tant que professionnelle, ça m'a apporté... déjà, j'ai jamais été en arrêt de ma vie, à part pour mes enfants. Donc, je ne savais pas ce que c'était de reprendre un travail quand on avait été absent. Je savais pas. Aujourd'hui, je sais. Donc, quand je vais devoir accompagner des personnes qui vont reprendre leur exercice, je n'en serai qu'une meilleure manageuse. Personnellement, je me connais mieux. Je sais, j'ai compris où étaient mes faiblesses. J'ai repositionné le rôle de l'entreprise, le mien en tant que salarié. Donc oui, j'ai traversé quelque chose que je souhaite à personne. Mais aujourd'hui, si on parle dans le monde professionnel, c'est une valeur ajoutée. Ah bah oui, c'est ça. Mais voilà, c'est important de le dire. Ça vous a fait, c'est ce qu'on vous disiez, ça vous a fait grandir en fait, si j'écoute bien. Et aujourd'hui, vous revenez donc au travail, vous ne vous recyclez pas, vous restez dans ce cadre-là. J'expérimente différentes choses. J'ai quitté le poste sur lequel j'étais parce qu'il ne me correspondait pas et que voilà, ça faisait plus partie de mes valeurs à moi et j'avais envie de continuer mon métier, mais différemment. Donc voilà, je sais aujourd'hui ce que je veux plus en termes d'encadrement, en termes de charge de travail. Donc voilà, je continue ma route, je fais des expériences super, je rencontre des gens intéressants. Mais non, c'est pas du recyclage, c'est une c'est une continuité. C'est une poursuite, c'est ça, tout à fait. On entend quelque chose d'important. Finalement, vous connaissez mieux et vous connaissez mieux vos limites. C'est à ça que ça sert une psychothérapie dans le cadre d'un burn-out ? Oui, enfin, ce que je trouve intéressant là dans le témoignage de Marion, c'est que finalement, ça a permis une transformation, quoi. Finalement. Peut-être, voilà, on va dire une reconstruction identitaire, voir les choses autrement, avoir un rapport différent à son travail, voilà, c'est dans ce sens. Enfin voilà, je pense que ça permet tout ça. C'est une autre étape, c'est une nouvelle étape, et c'est beau. Bah si, non mais moi je trouve assez justement, moi je fais partie peut-être de ces gens qui pensent qu'à un moment donné quand c'est trop il faut aller voir ailleurs, et je trouve ça fort de vous dire qu'aujourd'hui vous avez, en restant dans votre travail finalement, en changeant simplement, vous avez appris à faire autrement, à accepter des choses, à ne plus accepter des choses que vous acceptiez. C'est ça en fait que vous avez appris qui est important. C'est peut-être quelque chose qu'il faut laisser aussi entendre aux gens qui peut-être vivent un burn-out aujourd'hui. Oui. Mais comme Madame Biot disait, quand on est investi dans son travail, qu'on a des valeurs, qu'on aime ce qu'on fait, c'est compliqué de s'avouer un petit peu, je dis bien un petit peu, en échec. Mais quand on arrive à avoir cette reconstruction, et on se dit, voilà, je vais encore... Je vais le faire différemment, mais je vais continuer à le faire. Et je trouve, moi, ça me plaît énormément. Bien sûr, mais c'est ça que je trouve assez chouette dans votre témoignage, c'est de dire je le fais, mais différemment.
Donc un vrai parcours de réflexion aussi sur la vie. Et vous nous dites, c'est pas derrière moi, c'est toujours avec moi. Ouais. Ça, c'est important pour vous de vous souvenir ou... Ah bah c'est indispensable. Et puis ça fait partie des apprentissages de la vie. On parle beaucoup de cet art japonais de reconstruction des porcelaines. Alors je l'avais noté, le Kintsugi, voilà. Et au contraire, l'objet n'en a que plus de valeur. C'est ça. Et souvent, les réparations sont faites avec un fil d'or. Exactement. Et moi, je me sens un petit peu ébréchée, mais réparée. Donc... Avec de jolis fils d'or. C'est ça. Mais oui. Mais c'est bien de le dire, c'est important pour les gens qui nous écoutent, qu'en fait on peut continuer à vivre avec un burn-out et après un burn-out et se construire autrement. Ça, je crois que c'est un message un peu important à donner. C'est ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer des professionnels vraiment formidables en fait, où je me suis sentie écoutée, pas jugée, épaulée. Alors c'est vrai qu'on en parlait, on en parlait avec ma famille, mes amis. Dans le quotidien, ça fonctionnait. Là, j'étais dans autre chose. J'avais besoin de professionnels pour m'épauler. On parlait justement du rôle et de la place de l'entourage quand on vit une situation de burn-out. Vous, l'entourage, vous l'avez plutôt mis de côté par rapport à cette situation? Mais non, mais parce que je suis soignante, mais je suis aussi maman. Et voilà, j'ai fait de mon mieux pour continuer à porter. Mais voilà, j'avais... je devais faire attention quand même, à continuer à faire attention à ceux qui me sont chers. Bien sûr. Dominique Billot, justement, l'entourage, il peut jouer un rôle pour faciliter ou la résolution du burn-out. Je ne sais pas comment on doit dire. Est-ce qu'on parle de résolution? Mais en tout cas, quelle est la place de l'entourage? Moi, je pense qu'il a déjà un rôle important dans le repérage, en fait, parce que voilà, il y a des personnes qui peuvent être en souffrance et puis en même temps qui veulent pas lâcher. Et voilà, donc je pense que quelqu'un le disait, je crois, dans les témoignages du début. Je pense que déjà, l'entourage, il a un rôle important à jouer à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il peut dire. À son proche, là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Ce que fait le médecin de Marion, quelque part. Oui. Qui lui dit, je te mets en arrêt et je ne veux pas que tu reprennes le travail au bout d'un mois. Et ce médecin, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, en tout cas, a été très important à ce moment-là pour vous. Ah oui, parce que j'y serais retournée. Coûte que coûte. Ah oui, mais je pense que les stratégies qu'on met en place pour poursuivre sont incroyables. Je sais que on parlait de crise suicidaire, moi j'en étais pas là, mais pas de cette manière-là, mais je pense avoir mis en danger mon équilibre familial parce que, par exemple, pour être sûre de retourner au travail, je me suis acheté une très grosse voiture. Vous voyez, c'est complètement idiot. Je n'aime pas les voitures. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était un truc à un moment donné. Et du coup, à un moment, il fallait la payer. Donc, il fallait que j'aille au travail. Vous voyez ? Ah oui. Et aujourd'hui, j'en parle parce que je suis très contente de ma nouvelle voiture. Il faudrait que vous nous la montriez quand même. C'était totalement inadapté. C'était totalement inadapté. Mais oui, à un moment, il fallait que je continue à aller au travail. Ça illustre bien ce que vous disiez, Dominique Billot. Je rappelle que vous êtes psychologue. Quand vous disiez que quelque part, l'investissement fait qu'on a du mal à lâcher aussi l'entreprise dans laquelle on s'est investi et à accepter la situation, de ce que dit Marion. Là. Oui, donc voilà, je pense que l'entourage, il a un rôle important à jouer là. Après, il a peut-être un rôle important à jouer quand la personne s'arrête, là, c'est votre médecin qui vous a un peu obligé à arrêter, pour finalement cheminer vers une forme d'acceptation de la situation, quoi. Je pense que ça, c'est peut-être la deuxième étape, et ça peut être parfois assez long. Et puis l'entourage, il a aussi un rôle essentiel pour en tant que soutien, en tant que pour aider la personne à aussi investir peut-être les autres sphères de la vie. Oui, parce qu'on parle de charge mentale. Quand on dit la charge mentale, c'est un peu tout ça. L'entourage peut prendre une partie de cette charge pour permettre à la personne de mieux se remettre. Oui, en tout cas, je pense que le rôle, ce qui est important peut-être pour l'entourage de personnes qui traversent cette phase-là,
c'est peut-être d'être dans l'accompagnement et la compréhension. Parce que souvent, ce que disent les personnes, parfois l'entourage ne comprend pas, en fait, parce que ça ne se voit pas de l'extérieur. Surtout quand les stratégies sont aussi belles que ça, qu'une jolie voiture. Est-ce qu'on parle de rétablissement comme en santé mentale pour le burn-out ? La question un peu sous-jacente que j'avais tout à l'heure. Oui, moi je pense qu'effectivement, on pourrait parler finalement, on a parlé de reconstruction identitaire, on a parlé finalement de faire renaître le désir et le plaisir surtout du travail, parce que le travail, il peut être du côté de la souffrance, mais il est aussi du côté du plaisir, et je pense que l'idée c'est peut-être de retrouver cette dimension de plaisir au travail. Alors dans le travail qu'on avait ou dans un autre travail, comme on l'a pu l'entendre tout à l'heure. On peut utiliser le mot de guérison, tout simplement. Oui. Parce que reconstruction identitaire, c'est un terme de spécialiste. Mais est-ce qu'on peut dire tout simplement, je suis guéri de mon burn-out, j'ai tiré les leçons et... On peut peut-être poser la question à Marion. Vous en pensez quoi, justement ? Vous dites que vous êtes guéri de votre burn-out, que vous êtes rétabli. Qu'est-ce que vous dites ? Je suis pas sûre d'être encore totalement guérie. C'est encore assez récent. Je me sens pas encore aussi solide sur mes appuis que je pouvais l'être il y a 2-3 ans. Donc peut-être l'année prochaine, je dirais que je suis guérie ou pas. En tout cas, je me sens... je ne suis plus fatiguée. Je peux regarder des séries avec mes enfants et reprendre des livres. Donc, et puis relire des mails de collègues. Donc, c'est quand même pas mal. Non, mais je me sens bien. C'est ça le principal. Non, c'est ça. Oui, j'ai retrouvé un équilibre. Oui, l'équilibre est là. C'est un retour d'équilibre. C'est le rétablissement en santé mentale. Merci mille fois, Marion. En tout cas, les gens qui travaillent avec vous ont beaucoup de chance parce que vous avez appris. Et du coup, je pense que ça doit être très chouette d'être managé par quelqu'un qui a aussi appris autant que ça sur elle. Je sais pas. C'est à eux qu'il faut leur demander, mais... Faites-le, je suis sûr que vous aurez de belles surprises. Mais j'ai des retours extrêmement sympathiques. Oui. Comment, d'ailleurs, vos collègues l'ont su ou pas un jour, ça ? Vous leur avez dit ou comment ça se... Mes collègues proches l'ont su. Moi, je sais pas ce qui s'est dit dans le cadre de l'entreprise. C'est pas quelque chose que je maîtrisais. Maintenant, je m'en suis pas cachée à mon retour, je m'en suis pas vantée non plus. Mais c'est pas... Je vis pas ça comme quelque chose d'honteux. Oui, bien sûr. Je pense avoir beaucoup de chance parce que je me sens bien rapidement. Moi, j'ai des collègues infirmières avec qui j'ai travaillé qui ont mis 2 ans avant de reprendre leur travail, où ça a été avec beaucoup de souffrance. Et je me sens chanceuse aujourd'hui. Juste peut-être un mot pour revenir sur le dispositif de la Sécu, c'est ça qui vous a proposé. Vous voulez bien redire un mot pour les gens qui savent pas. Dominique Biot, vous connaissiez ce dispositif ? Oui, j'en ai entendu parler, oui. Alors, donc, ils sont venus vers vous directement pour vous proposer un accompagnement psychologique. Qui m'a proposé un entretien donc avec une assistante sociale. Et dans le cadre de cet entretien-là, a priori, je suis rentrée dans les critères pour ce programme de prévention de la désinsertion professionnelle. D'accord. Voilà. Bon, intéressant. En tout cas, ça vous était très utile. Peut-être que Dominique Biot, vous pouvez parler de la consultation souffrance et travail en quelques mots ? Oui, alors je peux dire un mot sur... donc je travaille sur une partie de mon temps à la consultation souffrance et travail qui se trouve à l'hôpital de Lunéville, en fait, mais qui est portée par le CPN de l'AXOU. Donc cette consultation, elle accueille des personnes qui vivent ou travaillent dans le Lunévillois, en fait. Toute profession confondue, et qui sont en souffrance au travail. Et qui sont peuvent en burn-out, ou d'autres problématiques, mais en tout cas, des personnes qui sont en souffrance au travail. Vous me disiez que ça fonctionnait très bien. Alors oui, effectivement, on a des demandes qui sont effectivement en augmentation. Oui. Merci Dominique Biot, je rappelle vous êtes psychologue et clinicienne du travail. Merci Marion d'être venue témoigner à notre micro et merci de votre confiance. On va déjà devoir se séparer, ça passe toujours très très vite cette émission. Peut-être il y avait un mot d'actualité.
Marie-Paul, la prochaine émission d'octobre, ce sera sur les troubles borderline, sous le contrôle de Marie-Paul. C'est ça. Eh bien, nous parlerons donc des troubles borderline dans un mois. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous d'être venus. Merci Jean-Luc à la technique. On vous souhaite une belle journée et au mois prochain pour un prochain Full Santé Mentale. RCN, www.rcn-radio.org